Hier soir à minuit, la nuit était complètement tombée. C'était encore plus beau. J'ai lu très tard avec passion ce que tu as écrit. Voici par exemple ce que tu dis de la surface de la Lune. Nous en avons déduit que nous pouvons discerner avec certitude que la surface de la Lune n'est pas parfaitement polie, uniforme et très exactement sphérique, comme une armée de philosophes l'ont cru, d'elle et des autres corps célestes, mais au contraire inégale, accidentée, constituée de cavités et de protubérances, pas autrement que la surface de la Terre elle-même, qui est marquée, de part et d'autre, par les crêtes des montagnes et les profondeurs des vallées. Et as-tu bien compris pourquoi la Lune acquiert une lumière cendrée lorsqu'elle se retrouve non loin du Soleil? Bien sûr, car tu l'expliques fort bien. C'est la Terre qui réfléchit vers la Lune la lumière qu'elle a reçue d'elle. Dans un échange équitable et amical, la Terre rend précisément à la Lune une illumination égale à celle qu'elle reçoit elle-même de la Lune, presque tout le temps, au plus profond des ténèbres nocturnes. Tu es certes un grand astronome, Galiléo, mais tu as aussi l'art de la communication. Tu joues merveilleusement avec les mots, parfois un peu dans l'excès tout de même. Par exemple, quand tu parles de l'armée des philosophes qui n'ont rien compris. Mais pas du tout, je n'exagère pas. Ils sont ignares, idiots, stupides, des crétins, des imbéciles, des abrutis. Du calme, Galiléo, du calme. Dans la Bible, on a une qualification globale et un peu plus amène. Des têtes creuses. Et si elles ne sont pas une armée, tes têtes creuses, elles sont légion. Ils ne savent même pas se servir d'une lunette pourtant simple. Ils collent leur œil contre l'oculaire. Je ne vois rien, je ne vois rien. Mais pourquoi tu te mets dans des états pareils? Tu y perds tout le crédit que tu as gagné dans tes démonstrations et explications. Je peux te dire, Paolo, que j'ai été très meurtri par l'accueil que j'ai reçu à Bologne, la plus ancienne université d'Italie, très antérieure à celle de Padoue. Je n'ai eu droit qu'à des injures ou des colibés. Il est vrai que ma lunette était un peu défaillante ce jour-là. Revenons à tes découvertes. Tout ce que tu expliques dans ton livre est vraiment passionnant. Pas seulement sur la Lune, sur Jupiter encore plus. Mais je ne suis évidemment pas parvenu à voir la planète et encore moins les astres médicéens qui tournent autour. Ni Vénus. Cela m'étonne. En principe, à cette époque, on peut la voir. Mais oui, elle est bien là, au troisième rang. Regarde toi-même. Tu as raison, Galiléo. Je la vois parfaitement. Qu'elle est belle. C'est une blonde. Et elle est très entourée, comme Jupiter. Tu as fait faire un bond incroyable à l'astronomie. Tu vas naturellement poursuivre tes observations au-delà de celles qui sont dans ton livre. Quelques mois, un an peut-être. Mais il faudrait que j'améliore cette lunette, ce qui ne sera pas si facile. Si je comprends bien, tu n'as plus beaucoup d'autres observations en vue. Je vais prolonger et renforcer mon analyse des phases de Vénus, dont je te reparlerai dans un moment. Et je suis impatient d'étudier Saturne. Mais pour cette lointaine planète, ce ne sera probablement pas très concluant avec ma lunette telle qu'elle est aujourd'hui. Alors je t'apprends tout de suite notre première initiative. Dans notre grand projet, nous allons préparer une lunette bien plus ambitieuse, ayant un grossissement très supérieur à la tienne. J'en ai parlé avec Kepler, excuse-moi, il y a environ un mois, lorsque nous nous sommes croisés par hasard à Leipzig. Comme tu l'as dit, il est le meilleur scientifique dans le domaine de l'optique depuis son Astronomia pars optica qu'il a publié il y a 5 ou 6 ans. Mais il le sera encore plus avec un livre qui va sortir l'année prochaine, m'a-t-il dit, où il traitera de la réfraction et des lentilles, dioptricae. Il m'a dit qu'on y trouverait une combinaison nouvelle de lentilles qui réglerait les défauts optiques de ta lunette actuelle, c'est-à-dire son champ trop étroit et sa médiocre luminosité. Et quand je lui ai demandé ce que l'on pouvait attendre comme grossissement dans l'avenir, il a été formel. Seul l'accroissement de la longueur du tube permettrait d'arriver à des performances intéressantes. Il fallait songer dès aujourd'hui à des lunettes de 2 voire 3 mètres, et certainement plus dans le futur.
Elle serait en métal car, comme tu l'as dit, ni le carton renforcé, ni le laiton, ni le bois ne conviendraient pour de telles longueurs. Nous allons donc préparer la fabrication d'une telle longue lunette en métal. Je peux vous dire, d'expérience, qu'elle sera de réalisation très difficile, en tout cas hors de ma portée. Nous avons d'excellents métallurgistes et fabricants de canons à notre arsenal. Tu le sais très bien, et tu les connais. Et nous avons d'excellents verriers à Murano. Le monde entier se les arrache. Avec un artisan ingénieur professionnel pour diriger le travail, nous y arriverons, j'en suis convaincu. Mais elle va être lourde, donc d'un maniement très difficile. C'est évident. C'est pourquoi, deuxième surprise, nous allons simultanément installer un observatoire sur le campus de Padoue. La lunette sera fixée sur un socle solide, avec toute la mécanique nécessaire, permettant de l'orienter facilement et avec précision. Nous construirons pour cela un petit bâtiment souterrain doté d'un plafond amovible, comme l'avait fait Tycho Brahe au siècle dernier avec son palais de l'astronomie. Tu es allé le voir? J'y suis passé en 1585. Tycho Brahe l'avait construit à la fin des années 70 dans l'île de Hven, dont le roi Frédéric II du Danemark lui avait donné jouissance. Un bâtiment luxueux, je peux te le dire. De plus, quand j'y suis allé, il venait de terminer la construction d'un véritable observatoire enterré qu'il appela Stjernborg. Mais nous ne chercherons pas le luxe. La science seule nous intéresse. Quand comptes-tu avoir terminé ce premier pilier? Nous ne serons hélas pas en mesure d'achever notre observatoire avant 1 an. D'autre part, la conception de notre lunette va dépendre de la disponibilité de Kepler. Disons que nous ne serons prêts au mieux qu'en novembre de l'année prochaine. Et qui va payer? Le financement est important, hors de portée de l'université de Padoue. Le Conseil de notre République nous le fournira. Encore faut-il que le Sénat l'approuve durablement. Leonardo Donna, si engagé qu'il soit par nature, tiendra-t-il face à un Sénat divisé et ne comprenant rien à l'astronomie? Ce sera autrement moins difficile que de maintenir un front uni contre Rome sur des principes de séparation entre le religieux et le politique. La bataille a été rude pendant quasiment 3 ans, or nous l'avons gagnée. Je crois, en entendant tes objections et interrogations, que tu n'as aucune conscience de la difficulté que nous aurons à faire triompher l'héliocentrisme sans faire évoluer nos outils et nos méthodes. Une lunette d'à peine 1 mètre est inévitablement insuffisante pour scruter plus profondément notre ciel, et mener des observations seules depuis ton grenier n'est pas une méthode adaptée au lourd travail scientifique à mener. En somme, tu penses que ma lunette et moi-même, nous ne sommes pas à la hauteur de notre ambition. En quelques minutes, tu as changé totalement d'attitude à mon égard. Je n'ai pas d'attitude par rapport à une lunette, ou alors, si j'en ai une, je l'appellerais plutôt ambition technique, confiance dans son potentiel de progression. Mais nous devrons nous entourer de gens compétents. Et dans le fond, j'en attends de même te concernant. Je crois à ton intuition et à ton génie, mais il faut que tu t'adaptes à un programme d'analyse qui va être très lourd et que tu ne pourras pas assurer seul. J'espère que tu ne m'imagines pas collaborer avec Kepler. Certainement pas. Avant 3 jours, vous vous seriez défié dans un duel. Alors qui? Toi? Ne te moque pas de moi, je te prie. Je suis philosophe, certes, mais historien, pas astronome, ni opticien. Mais enfin, qui? Je veux savoir. Eh bien, je te le dirai dans quelques instants, si tu le veux bien. Mais tu as parlé d'un premier pilier. Quel est l'autre? L'autre touche à l'enseignement de l'astronomie. Nous voulons avoir à l'université de Padoue un enseignement sur le système copernicien et l'héliocentrisme. À la place de celui que j'ai encore assuré cette année sur le système de Ptolémée et le géocentrisme? Non, pas à la place. Il serait parallèle à celui-ci, car nous tenons à rester fidèles à notre ouverture d'esprit. Aussi longtemps que le doute existera entre les 2 systèmes, ils seront tous 2 enseignés à Padoue. Naturellement, nous te proposons que tu assures les 2. Et pourquoi pas que tu publies un ouvrage où tu comparerais les 2 systèmes.
mais de manière impartiale, si tu en es capable. Et quand cet enseignement commencerait-il? Non seulement nous voulons que tu aies du temps devant toi pour écrire tes documents d'enseignement, mais nous voulons synchroniser les deux piliers de notre projet. Nous organiserions, lors de cette rentrée, une grande réception avec des invités prestigieux venus de toute l'Europe. Mais il faudra faire un énorme travail d'observation du cosmos, puis d'analyse des mesures, pour arriver à des conclusions astronomiques convaincantes. C'est plus que probable, mais je réponds maintenant à ta question sur l'assistance qui te serait nécessaire. Elle te serait fournie par des étudiants brillants que tu formerais à l'observation des astres, gardant naturellement pour toi les analyses mathématiques. Et tu t'imagines que le Vatican va rester sans réaction? Il ne peut naturellement pas nous empêcher de construire notre observatoire, et le lancement de l'enseignement impartial des deux systèmes cosmiques serait tenu secret jusqu'à l'inauguration. Ce jour-là, il serait dévoilé, mais devant une assistance internationale du plus haut niveau. Je vois mal l'Église excommunier tout ce beau monde. Moi, j'imagine parfaitement le Vatican préparer mon assassinat, comme il l'a fait avec toi. Surtout conserve bien pour moi ton gilet métallique. Je crois qu'il faudra tout de même quelques années pour que nous soyons en mesure de démontrer que le système héliocentriste l'emporte scientifiquement sur le géocentrisme. Mais le temps aura alors apaisé les choses, et à Venise, tu seras en parfaite sécurité. Tu pourras t'y exprimer et publier librement. En parfaite sécurité? Comme Giordano Bruno en 1593, livré par la République de Venise à l'Inquisition romaine. Tes travaux scientifiques n'ont rien à voir avec les outrages et les blasphèmes auxquels Giordano s'adonnait sur le Christ, la Vierge Marie, la Sainte Trinité et bien d'autres sujets strictement religieux. Ne crois-tu pas qu'une petite pause serait opportune pour nous laisser reprendre notre souffle et même un peu notre sang-froid? Je te propose que nous buvions un verre accompagné de quelques entrées. Voilà au moins un projet que je suis totalement prêt à partager avec toi. Je nous ai fait préparer 2 entrées vénitiennes très réputées, créées au XIVe siècle. Ça, c'est les ravioli de herbe, des raviolis au fromage, aux herbes et aux épices douces. Et ça, c'est la torta de gambari, une pâte aux œufs et crevettes, raisins, choux de Milan et lait d'amande. Il faut les accompagner d'un prosecco pétillant, le célèbre vin blanc vénitien que tu connais très bien, Galiléo. Merci, Paolo. Tu connais bien mes vices, et j'adore effectivement ce vin.